Le déclin du monde paysan. Depuis la nuit des temps, les peuples ont chanté leur terre-mère et composé des poèmes en son honneur. S'accompagnant des instruments propres à leurs diverses cultures, ils faisaient l'éloge de leur pays, rendaient hommage à son hospitalité, sa beauté, ou même à sa rudesse, son austérité. J'ai souvent vu, durant mon enfance saharienne, des gens se préparer au voyage. Après s'être prosternés, ils serraient dans une bourse de cuir une poignée de terre ou de sable prélevée sur le lieu de leur naissance et de celle de leurs aïeux. Cette bourse, fixée à la ceinture au plus près du corps, devenait aussitôt un talisman destiné à les accompagner dans leur périple et leur donnait ainsi le sentiment d'être, partout où ils se trouvaient, reliés à la terre-patrie. Ainsi, l'espace concret dans lequel se déroule la longue cérémonie de la vie transcendait, en le chargeant d'humanité, celui du simple géographe. Dans la mesure où le temps était de nature cosmique et l'espace sacré, l'être humain se trouvait profondément intégré au réel, en ce sens qu'il inscrivait dans le monde une réalité à sa mesure et à celle des nécessités imposées par l'existence. À ce propos, me revient une anecdote lue dans un des ouvrages de l'écrivain grec Nikos Kazantzakis, dépeignant l'exil des Crétois fuyant la violence des Turcs. Dans le pathétique exode en quête d'un refuge, un vieillard ploie sous un sac. De bonnes âmes proposent de l'aider, mais il refuse obstinément. On apprendra finalement que le précieux sac contenait les ossements des ancêtres du vieillard. Contraint à la fuite sans certitude de retour, il a pris soin d'exhumer ces reliques pour pouvoir en ensemencer la terre qui voudrait bien l'accueillir. On l'aura compris, cet ensemencement avait pour objet de rétablir le lien rompu avec les ancêtres et, in fine, d'alléger le drame de l'exil. Appartenir à une terre est un impératif vital pour tous les peuples. C'est ce que j'ai essayé, avec difficulté, de faire comprendre à un coopérant américain sur les terres sahéliennes. Celui-ci déplorait que les femmes fussent obligées de faire 2 kilomètres pour puiser de l'eau pour le village. Méconnaissant le rapport aux ancêtres, il proposait, en bonne logique, de construire un nouveau village proche de l'eau. Le drame de l'exil. La modernité a inventé toutes sortes d'exils. L'enlisement dans les tranchées durant le massacre de 1914-1918 en fut un. Je suis toujours blessée et indignée lorsque je songe au sort réservé aux intendants de la terre. L'apothéose de la cruauté à leur égard a consisté à faire se génocider mutuellement les paysans allemands et français pour des raisons beaucoup plus perverses que la simple défense de la patrie. Ce fut là l'occasion de tester les inventions technologiques les plus abjectes mises au service de la destruction et de la mort. Il n'est pas un village de France ni d'Allemagne qui n'ait payé son tribut de sang à une cause mal définie, ou plutôt trop bien définie pour être crédible. Et ne parlons pas des nombreux innocents issus des territoires coloniaux qui ont contribué à irriguer de leur sang les terres meurtries de l'Europe. Certains soldats, même européens, ne supportant pas le déracinement et l'exil, étaient affectés, dit-on, d'une nostalgie du village natal si aiguë qu'ils en mouraient. Il n'y a rien de plus pathétique que les lettres que les soldats, au front et dans les tranchées, adressaient à leurs familles, à leurs amours. Dans ces missives inspirées par l'horreur se concentrent les éléments les plus essentiels à la compréhension de la condition humaine. La souffrance physique, psychique, le désespoir, l'espoir, la peur de la finitude, etc. À n'en pas douter, la modernité, présumée apporter la civilisation à l'humanité, donne l'exemple de la barbarie lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements. Ces horreurs sont désormais réintégrées dans la normalité, et même magnifiées à l'occasion des commémorations et cérémonies d'un souvenir sans mémoire. L'humanité reste friande de rituels archaïques au sein même de sociétés qui prétendent s'en être affranchies par la raison. Il faut être singulièrement hypocrite pour ne pas reconnaître que cet holocauste n'eut d'autre mobile que les intérêts de coteries occultes dont la mission ici-bas est de vouer le génie humain au meurtre de masse. Non seulement cette dérive est toujours d'actualité, mais elle a pris une telle ampleur qu'on ne peut plus l'appréhender du seul point de vue de la raison.
Elle est en quelque sorte d'essence métaphysique, car elle prend forme dans la conscience et l'imaginaire profond de l'espèce humaine. Ne disait-on pas, avec un cynisme inégalable, que rien ne vaut une bonne guerre pour relancer l'économie ? Ce fut également le besoin de main-d'œuvre pour l'industrie qui a suscité la migration massive des populations rurales vers les pôles industriels, provoquant le démantèlement des structures sociales et traditionnelles séculaires en Europe. C'est en effet à l'énergie physique des paysans que la révolution industrielle doit son essor. Contrairement à la mobilisation sur les champs de bataille, elle leur proposait un but apparemment positif, échapper aux conditions pénibles et aléatoires qu'impose la glèbe pour la certitude et le confort matériel d'un salaire régulier. La servitude volontaire était alors perçue comme délivrance, à grand renfort d'une propagande exaltant le progrès. Après bien des efforts visant à réduire le contentieux quasi permanent entre la puissance du capital et celle de la force de travail, la révolution industrielle, qui s'est faite au prix du piège de la planète, est parvenue à convaincre tout un chacun de sa pertinence et de ses bienfaits. Elle a, dans le même temps, occulté ce sur quoi reposent les bienfaits en question. Aujourd'hui, c'est le désenchantement, la fin des illusions pour un nombre grandissant de citoyens des nations dites prospères. Ce long processus d'aliénation débouche à présent sur un double exil. L'être humain n'est plus ni relié à un véritable corps social, ni enraciné dans un territoire. La mobilité est devenue une condition sine qua non pour conserver un emploi. À la culture vivante s'est substitué l'encyclopédisme, un amas de connaissances et d'informations dignes des jeux télévisés qui ne construisent rien d'autre que des abstractions et ne procurent pas une identité culturelle originale, reliée à quoi que ce soit de pérenne. Tout est de plus en plus provisoire et éphémère, au cœur d'une frénésie en évolution exponentielle, transformant les humains en électrons hyperactifs, produisant et subissant un stress dont on sait qu'il est à l'origine de graves pathologies. L'aliénation du monde rural. Force est de constater aujourd'hui que le monde rural n'a pas échappé aux illusions et aux dégâts de la modernité. Dès notre retour à la Terre en 1961, ce constat a infligé à ma naïveté une énorme déconvenue. Je pensais qu'en tournant le dos au monde urbain, j'allais m'éloigner de l'obsession productiviste. Hélas, je compris très vite que celle-ci était tout aussi virulente à la campagne. L'endoctrinement a été si fort que mes jeunes camarades de la maison familiale rurale, au sein de laquelle, déjà père de famille, j'essayais d'acquérir quelques bases de l'agriculture, étaient dans une transe irrépressible. La quasi-totalité de leurs conversations tournait autour des prouesses de l'agrochimie qui leur étaient enseignées, des tonnages miraculeux de denrées qu'elle permettait d'arracher au sol. Ils comparaient les résultats de telle ou telle substance fertilisante, de tel ou tel pesticide appliqué à tel ravageur ou à tel champignon pathogène, etc. Leurs propos prenaient une tonalité guerrière. Les firmes produisant les substances dites phytosanitaires donnaient le ton. La présentation des produits, avec leur étiquette à emblème de tête de mort et d'os croisés, promouvait un sentiment belliqueux à l'égard du vivant. Mais le Dieu qui dominait, déterminait tout, méritait les plus grands éloges, demeurait le tracteur. Symbole de puissance, emblème du progrès technique nimbé de tous les fantasmes, celui qui, avec ses chevaux vapeurs, allait abolir le cheval animal, symbole d'un temps révolu, permettait à ces jeunes descendants d'une longue lignée de laboureurs aux pieds nus de se mettre en règle avec la modernité. Ce besoin étant d'autant plus impératif que le paysan était depuis longtemps considéré comme un attardé du progrès. Et lui-même avait intériorisé l'image dévalorisante du cerf les pieds dans la glèbe. Après cette première immersion, en quelque sorte initiatique, nous voici donc installés en famille dans l'espace rural, au sein de la frénésie du toujours plus de production agricole, encouragée par la politique agricole commune organisée au sein de l'Europe. Un tel dispositif se justifiait pleinement au sortir de la guerre, période où il fallait compenser les énormes déficits alimentaires, en même temps que réparer les dommages de guerre. C'est le branle-bas de combat.
Les subventions à la production sont destinées à encourager la ferveur au travail. Les fermes de polyculture et d'élevage cèdent la place aux exploitations agricoles en monoculture. Les prêts du Crédit agricole pour les équipements de toute nature sont facilement accessibles et très avantageux. La production s'accroît avec l'agrandissement des parcelles, le remembrement, l'équipement mécanique de plus en plus puissant, l'usage massif d'engrais, de pesticides et de semences sélectionnées. Il me paraît inutile d'insister sur toutes ces questions que j'ai déjà abondamment développées dans d'autres ouvrages. L'épopée agronomique de l'Occident s'achève sur la disparition des paysans en tant qu'intendants millénaires de la terre nourricière. Ils ont, sans en être conscients, participé à la croissance aveugle et au règne de l'immodération dont nous déplorons à présent la virulence. Le plus tragique est que cet intendant manipulé, conditionné par l'idéologie du lucre omnipotent, a détruit et continue de le faire, le bien commun et vital qu'il a toujours eu pour mission d'entretenir et de transmettre à la postérité. Cela impliquait une gestion en bon père de famille, selon l'expression traditionnelle qui figure sur les baux ruraux. Or, le souci de préservation du patrimoine a, comme on sait, été banni de toute transaction. Par ailleurs, la concurrence internationale et la loi du marché ont fait se détruire économiquement entre eux, jusqu'aux paysans les plus pauvres. La faim dans le monde, que le système de production moderne devait éradiquer, a au contraire été aggravée par des mécanismes inspirés par l'avidité. Plaise au ciel que les paysans rescapés de la destruction physique et économique comprennent qu'il leur faut à tout prix, pour leur salut, considérer les structures fermières à taille humaine et à production diversifiée comme autant de bastions contre les pieuvres du profit sans âme ni limite. Le lien avec la terre nourricière fondée sur la modération et le respect sera garant non seulement de leur survie, mais aussi de leur dignité. Je rêve souvent à l'avènement d'un nouveau paysan gouvernant sa petite ferme comme un souverain libre en son petit royaume. La conjoncture économique étant défaillante, la crise financière sera sans doute ce qui va permettre d'identifier les vraies richesses. Elle devrait en toute logique inciter la gouvernance du monde à remettre en question le modèle de société tout entier. Après en avoir tiré tous les avantages possibles, avoir produit des enrichissements honteux grâce à leur labeur, la logique du profit est en train d'affamer les paysans en attendant de les éliminer de la surface de la terre.